Donc présenter brièvement un petit peu, enfin contextualiser un petit peu ton workshop et puis ensuite on va se lancer. Mais grosso modo, pourquoi est-ce que Fabien intervient aujourd'hui? Fabien, c'est le fondateur de NanoNap, qui est une startup qui vous présentera mieux que moi, mais qui est spécialisée, on va dire, dans l'industrie du sommeil. Je ne sais pas si c'est une industrie qui existe. En tout cas, Fabien a lancé une startup dans le secteur. Cette startup, en fait, elle est incubée à Station F dans un programme qui s'appelle le programme Pépite, qui est un programme d'étudiants entrepreneurs qui est opéré par le School Lab. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, que la rencontre s'est faite, la connexion s'est faite entre NanoNap, Fabien et moi. Puisque moi, comme vous le savez, donc j'organise pas mal de webinaires start-up adressés à des entrepreneurs. Là, ce qui m'intéressait tout particulièrement, c'est que Fabien, qui est en charge des recherches de financement dans sa start-up, a vraiment craqué le sujet. Il a beaucoup d'insights à vous partager sur le financement non dilutif, sur les avantages du financement non dilutif aussi, et puis sur comment simplement maximiser vos chances d'en obtenir. Donc, ça va être vraiment ça le cœur de la présentation. L'objectif, c'est de vous apporter un maximum de connaissances et de valeurs sur cette question. Et comment ça va se dérouler aujourd'hui? Donc, on va avoir une présentation de 40 minutes prévue par Fabien qui va faire dérouler ses slides. On aura ensuite un temps de questions-réponses pour une vingtaine de minutes. N'hésitez pas, du coup, quand vous avez des questions à propos de la présentation, à les indiquer dans le chat, que ce soit dans la conversation ou que ce soit dans l'outil questions-réponses. Comme ça, nous, on prend toutes les questions à la fin et on y répond. Voilà. Écoute, Fabien, je te fais donc la passe décisive. On t'écoute sur le financement non dilutif. C'est parti. Merci, Paul. Bonjour à tous. Pour commencer, je vais me présenter rapidement. Donc, comme le disait Paul, je suis cofondateur de NanoNap et CEO. Je m'occupe donc en partie des financements non dilutifs. Je vais vous parler un petit peu de ça aujourd'hui. Et je vais aussi vous parler un peu de ma startup. Donc, à NanoNap, on fabrique et on développe des bandeaux, si vous voulez, qui viennent stimuler votre cerveau la nuit grâce à des stimulations transcrâniennes à courant alternatif. Et l'impact en fait de ces stimulations, c'est qu'une fois que vous êtes réveillé, vos performances cognitives sont améliorées. Donc, c'est-à-dire que vos facultés, notamment d'apprentissage, de raisonnement logique, sont boostées, si vous voulez. Ce que ça implique également, c'est qu'on doit développer du hardware. Le hardware, ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, pendant tout ce temps de développement, on doit pouvoir se financer. Et c'est la raison pour laquelle on a dû se tourner en partie vers des financements non dilutifs. Alors, pourquoi cette présentation pourquoi est-ce qu'on m'a demandé de faire cette présentation? C'est parce que nous, on est en fait dans un cas où peut-être que certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans un cas similaire. On est dans une situation où on a un manque de cash parce qu'on est une start-up, on est très jeune, etc. On a besoin de trouver des solutions et surtout, on a besoin de faire un bridge entre notre situation actuelle, qui est une situation en fait dans laquelle on a un proto mais qui n'est pas un produit fini, vers une situation où on a un produit fini et on a des utilisateurs, etc., etc., etc. Mais en fait, entre ces deux situations, on a besoin en fait d'avoir des financements pour pouvoir financer notre développement, montrer qu'on a l'attraction, etc. Mais si on veut aller chercher des investisseurs privés directement et faire une levée de fonds, on va avoir besoin déjà de montrer en fait qu'on a cette traction, déjà de montrer qu'on a un produit qui est prometteur, etc. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Et pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux, nous, on s'est dirigé vers des financements non dilutifs. Donc ce qu'on appelle des financements dilutifs, c'est des financements, si vous voulez, qui ne vont pas venir entamer votre capacité décisionnelle et votre capacité de contrôle sur votre entreprise. C'est-à-dire que vous n'allez pas distribuer des parts, vous allez juste avoir des subventions, des prêts, ce genre de choses que vous allez ou rembourser ou non d'ailleurs, mais qui ne vont pas entamer le contrôle de votre entreprise. Je pense aujourd'hui aussi que l'idée aujourd'hui, c'est pas de vous présenter une liste exhaustive avec toutes les aides, parce que déjà, ce serait pas possible, comme vous allez le voir, parce qu'il y en a énormément. C'est plutôt de vous montrer la méthode que nous avons utilisée à NanoNap pour identifier et adresser donc ces différentes aides. Le fait d'être allé chercher en fait ces aides, ça nous a permis de passer de 2 à 18 personnes en à peu près 7 mois d'activité. Alors, c'est vrai que l'entreprise est un peu plus vieille, mais elle était un peu en repos pendant quelques temps. Mais depuis qu'elle est active, donc depuis 7 mois, pardon, on est passé à peu près
donc de 2 à 18 personnes. Et l'une des raisons pour lesquelles on a pu faire ça, c'est parce qu'on a eu ce type de financement. Pour la présentation, juste, c'est pas la peine de prendre des screenshots ou autre, je vais tout vous envoyer à la suite. Enfin, je pense que c'est Paul qui va le faire, mais bon, on va vous envoyer l'ensemble des ressources, donc vous inquiétez pas. Et si vous avez des questions, même après en privé ou autre, vraiment, je suis là pour y répondre. Ce sera avec plaisir. Aujourd'hui, trouver des aides en soi, c'est pas vraiment un problème. Donc certains sites vont dire 2000, il y a d'autres sites qui disent 6000, certains vont même jusqu'à 10 000. Il y a énormément d'aides en fait à la création d'entreprise. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les trouver en soi, ça ne va pas être vraiment le souci. Le problème va plutôt être d'investir en fait le temps nécessaire afin de les obtenir. Et vous allez voir que c'est pas si évident que ça. Il y a 3 temps principaux. Le premier, c'est le temps de l'identification. Il faut que vous veniez donc identifier ces différentes compétitions, ces différentes aides, etc., et que vous en compreniez les règles. Quelque chose qui est important, c'est qu'il y a des règles donc, qui sont explicites, que vous allez voir donc, écrites directement sur des sites internet ou autres, mais vous avez beaucoup de règles qui sont beaucoup plus subtiles qu'on ne va pas vous dire, et d'où l'importance en fait de connaître des gens à l'intérieur de ces institutions donc qui vont organiser ces concours ou gérer ces aides, si vous voulez, et de venir les contacter. Donc, vous pouvez les contacter via LinkedIn, via le site directement de ces aides, et ce ne sera pas un souci. Le deuxième temps, qui est très important, c'est que vous allez en fait devoir faire ces dossiers. En tout cas, gérer si vous utilisez donc un fournisseur de services qui va vous aider à monter ces dossiers, vous allez devoir en fait gérer ces relations ou le faire vous-même. Ça prend énormément de temps et c'est vraiment pas à négliger non plus. Enfin, le troisième temps, c'est qu'il y a une délibération sur votre dossier et après, il y a un temps de versement. Ça encore, c'est pas des temps qui sont négligeables. En général, c'est du 2-3 mois, ça peut aller au-delà de ça, ça dépend vraiment de la complexité de votre projet et de la complexité de votre entreprise. Quand j'ai préparé ce workshop, ce retour d'expérience, j'ai demandé en fait ce que les gens pensaient des aides non dilutives et quelle était la manière en fait dont ils les voyaient. Et en fait, j'ai entendu pas mal d'idées reçues qui m'ont fait un peu criser parce que je me suis dit que c'était pas vrai du tout et je voulais les partager avec vous et pour vous rendre compte que en fait, on peut déconstruire ces idées. J'ai entendu notamment le fait qu'il y a des gens qui me disaient qu'ils n'avaient aucune chance, qu'il y a des dossiers qui étaient bien meilleurs que les leurs, qu'ils avaient des choses plus importantes à faire, qu'ils n'avaient juste pas le temps, ou que, par exemple, ils ne s'étaient pas concentrés dessus et que du coup, maintenant, c'était trop tard, ils s'étaient concentrés que sur les investisseurs, etc. Aujourd'hui, j'espère pouvoir vous convaincre que la plupart de ces affirmations ne sont pas vraies et qu'elles ne sont pas vraies, en fait, tout simplement. Et que même si aller chercher ces aides, ça peut vous, voilà, par exemple, ça peut vous prendre énormément de temps, ça peut également vous en faire gagner énormément par la suite. Voici notre plan de financement actuel de Nanonab. Vous pouvez voir donc les parties grises donc sont des financements qui sont en cours d'obtention. Vous pouvez voir que si on respecte notre plan, on sera au-dessus donc de ces 500 000 euros que Paul vous a annoncé dans toutes ses publications sur LinkedIn et autres. Il faut savoir que ça, c'est pas du tout une image qui est figée. Donc, c'est une image qui est en évolution en permanence parce que voilà, notamment, on va collecter du crédit impôt recherche. On postule à d'autres concours qui sont dans le pipe, qui ne sont pas représentés ici, tout simplement parce qu'on n'est pas du tout sûr de les obtenir. On ne sait pas si on va gagner ou pas. Donc, c'est pas représenté ici, mais c'est en mouvement et ça peut vite évoluer. Sachez que, en fait, nous, on s'est beaucoup loupé. Aussi sur des subventions, sur des aides, sur des concours. Donc cette image pourrait être encore plus positive si on avait tout réussi. Bon, malheureusement, vous allez voir, quand vous postulez à des concours, à des aides, etc., bien souvent, eh bien, vous ne gagnez pas tout. Alors, quels sont les types de financement non dilutifs qui existent aujourd'hui? Donc, vous avez tout ce qui va être avantages fiscaux. Donc, on parlait du crédit impôt recherche. Tout à l'heure, pour les jeunes entreprises innovantes, vous avez des subventions, donc la bourse French Tech, ce genre de choses, des avances de crédit, des prêts, etc. Nous, on va se concentrer que sur ces 4-là. On va pas parler de crowdfunding, de crowdlending, crowdgiving, etc. Parce que je ne suis pas le bon interlocuteur du tout. On n'a jamais fait de campagne de cette nature, donc je ne saurais pas vous en parler au mieux.
Alors, pourquoi est-ce qu'il faut aller chercher des aides non dilutives selon moi? La plupart des gens, en fait, se disent qu'on va chercher des aides pour avoir de l'argent, pour avoir des fonds, etc. Il faut savoir qu'il n'y a pas que ça. Et ce n'est qu'une toute petite partie. Donc, je vais l'adresser en premier, comme ça, c'est fait. Donc, oui, effectivement, ça permet de financer énormément de choses, que ce soit de la R&D, de la production. Il y a plein de choses qu'on peut financer avec ce type d'aide. Et surtout, ça nous permet d'avoir un leverage par rapport à de l'argent privé ou par rapport à un apport personnel. La deuxième chose qui est très importante, c'est que ça vous permet en fait d'avoir énormément de visibilité. Donc, visibilité auprès de partenaires, auprès de clients, auprès de divers acteurs. Ça vous permet également d'acquérir des clients. Nous, par exemple, on a postulé à un concours qui s'appelait Intelac, je crois, à Dubaï, si je me rappelle bien, et qui nous a permis de nous mettre en contact avec Emirates. Qui va peut-être nous permettre de nous mettre en contact avec Emirates. On n'a pas gagné ce concours, c'est en cours. Mais l'idée, c'est que si on peut être en contact avec cet acteur, pour nous, ça pourrait être extrêmement intéressant. Enfin, le dernier point, c'est que je pense la manière dont il faut voir en fait ces différentes compétitions, ces aides, etc., c'est aussi une opportunité unique de venir faire de l'A/B testing sur son discours, sur ses idées, sur son business model, sur son approche, et en fait de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et bien souvent, en fait, les jurys de ces compétitions et de ces aides vont vous faire un retour si vous les demandez, si vous êtes à l'écoute. Et ces retours, en fait, vous permettre d'évoluer. Donc, vous pouvez postuler pour certaines aides, hein, vous pouvez postuler, je pense notamment aux aides européennes, vous pouvez postuler à l'infini et vous aurez toujours, on va toujours vous faire un retour en vous disant, bon, ça va, ça ne va pas, etc., etc. Et ça vous permettre en fait d'améliorer votre dossier. Donc, nous, on le voit vraiment beaucoup comme ça. J'ai un exemple de ça. Nous, on a perdu un concours qui s'appelle le K-Startup Grand Challenge, qui se passait en Corée, parce qu'en fait, on voulait avoir un axe d'entrée, je dirais directement, dans le marché asiatique. Ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a pas gagné et on s'est rendu compte avec leur retour, etc., qu'en fait, on comprenait vraiment pas très bien le marché asiatique. Ça nous a fait réaliser qu'il fallait aller chercher des partenaires sur place, il fallait aller parler à des gens, etc. Et ça aboutit en fait à un partenariat qu'on a eu par la suite avec un distributeur sur place, particulièrement en Chine, et qui a une connaissance aussi de manière générale sur l'Asie, et qui nous a permis de comprendre mieux le marché sur place et comment on pouvait l'aborder. Aujourd'hui, il y a plusieurs principaux donneurs d'ordre qu'il faut garder en tête. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de garder ces donneurs d'ordre en tête? Parce qu'en gros, il faut que vous ayez une map et il faut que vous ayez des contacts dans chacune de ces organisations, si vous postulez. Parce qu'en fait, ils vont vous permettre d'avoir, c'est un peu des insiders, ils vont vous permettre en fait d'avoir des informations et des tendances sur les concours, etc., et sur les aides que vous ne connaissez pas forcément. Juste avant ce call, ou un petit peu avant, j'avais d'ailleurs une conférence sur les Eurostars et sur les aides européennes, et il y a plein de choses qu'on ne sait pas, en fait, si on ne les demande pas. Je vais vous en parler un peu par la suite, mais qui sont très intéressantes. Donc, au-delà de l'Europe, vous avez aussi la région, vous avez la France en soi, avec notamment des avantages fiscaux. La BPI, qui va vous accompagner tout au cours en fait, du développement de votre entreprise, mais également des réseaux, plutôt comme le réseau Entreprendre, l'initiative France, ce genre de choses, qui vont vous permettre d'avoir notamment des prêts d'honneur au début de votre aventure et qui vont être très intéressants. On va en parler. Aujourd'hui, il y a plusieurs manières de trouver des aides et de les identifier. Mais le principal conseil que j'aimerais vous donner là-dessus, c'est bien d'écouter les interlocuteurs que vous allez avoir dans ces différentes institutions que je viens de vous montrer. Mais ce qui est très important, c'est de chercher également par vous-même, parce que même s'ils sont extrêmement spécialisés, ils peuvent ne pas tout connaître. Et ils peuvent donc parfois tout simplement passer à côté d'aides qui peuvent être extrêmement intéressantes pour vous. Donc nous, on va chercher nos aides chez Nanonap, notamment sur des sites spécialisés. On a mis en place des Google Alerts pour être au courant des différentes compétitions, etc. Et on a aussi, et je vois que vous ne voyez probablement pas ça, vu qu'il y a ma caméra qui est ici, mais d'autres manières de les trouver, notamment via des cabinets spécialisés, des agrégateurs de concours comme F6S ou autres, et notre propre réseau. À titre d'information, aujourd'hui, nous, on estime qu'il y a à peu près 20% des compétitions et des aides auxquelles on postule qui nous proviennent de notre réseau, donc via le School Lab, via LinkedIn ou autre, de gens en fait qui nous conseillent
tout simplement nous disent ah bah écoute Fab, j'ai vu cette compétition, ça me paraît ultra pertinent pour vous, vous devriez postuler, etc. Et de la même manière, nous on le fait en fait pour d'autres secteurs qui nous correspondent pas et pour d'autres entreprises. Je pense à une entreprise qui s'appelle Juris Logic, notamment avec qui on va échanger en fait des bons tips sur ce genre de choses. Et enfin, il faut que vous alliez parler, donc comme je vous le disais, à vos interlocuteurs au sein des différentes institutions. Je voudrais déconstruire un principe aussi dans cette petite introduction aux aides, qui est est-ce qu'en fait ces aides sont atteignables? Là, je vous ai mis 4 aides dont les projets moyens sont de 1 million ou plus, qui sont très atteignables. Les taux de succès pour les Eurostars sont de 30%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que, voilà, là, vous retournez, je ne sais pas combien de personnes sont dans cette conférence. Peut-être si on a 100, ben voilà, il y en aura 30 qui vont gagner cette année même. Donc, c'est pour vous dire que c'est absolument incroyable, avec une moyenne de projet qui est à 1,4 million et un niveau d'intervention, c'est-à-dire ce que va vous donner l'institution qui est en face de vous, de 40%. Donc, c'est très important. Et pour d'autres concours, donc iLab, iNov, ou même pour d'autres aides de l'Europe, vous allez voir que certes, vous avez des aides qui sont moins atteignables que d'autres, mais qui dans tous les cas sont très intéressantes et vous pouvez postuler, ça ne vous coûte rien, à part du temps. Et donc voilà, donc il faut vraiment tenter sa chance et c'est tout à fait possible. Un autre élément qui est important et qui est une règle qu'on ne dit pas forcément, ces taux de réussite sont indicatifs et on le fait en fait sur l'ensemble l'ensemble des candidatures en fait qui sont faites. Si vous êtes accompagné par quelqu'un qui va vous aider là-dessus, donc des cabinets spécialisés ou autres, bien sûr vos chances augmentent considérablement, alors qu'elles sont déjà quand même plutôt hautes. Et en plus de ça, en fonction de votre secteur, particulièrement, je sais que c'est vrai pour l'accélérateur européen pour l'EIC, vos chances, si vous êtes dans la santé, par exemple, donc dans certains domaines, elles ne vont pas être à 4%, elles vont plutôt être à 10-15%. Je vais vous parler maintenant de la manière dont nous, on adresse ces aides et la matrice qu'on a en tête, en fait, pour être sûr de les adresser correctement. Mais avant ça, quelques conseils qui nous ont été donnés lors d'un workshop donc, de la CCI et de la BPI à Station F, il n'y a pas très longtemps. C'est que, premièrement, en fait, il faut toujours chercher à récolter un maximum de fonds au départ. Donc, c'est-à-dire l'apport personnel, si vous avez des amis ou de la famille qui veulent vous donner un peu d'argent ou autre pour commencer votre entreprise. Je sais que ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même pas mal. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'il y a une notion de niveau d'intervention dont on va parler. Après, il faut immatriculer votre startup, sinon vous n'allez pas être éligible la plupart du temps. Et surtout, en fait, il faut avoir un capital social qui a du sens. C'est-à-dire, si vous hésitez entre mettre de l'argent sur votre compte courant d'associé ou directement mettre de l'argent dans vos fonds propres, mais vous savez que c'est des fonds que vous allez utiliser, mettez-les dans vos fonds propres, vous ne serez que plus cohérent et que plus crédible une fois que vous allez chercher des aides. Et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider aussi. Parce que vous allez pouvoir en demander plus, tout simplement. Et une fois que vous avez fait ça, bah, vous pouvez solliciter des aides et des subventions par la suite. Alors, comment est-ce que nous, on s'y retrouve parmi l'ensemble de ces aides? On a 4 critères principaux. Le premier, c'est le TRL, le Technology Readiness Level. En fait, c'est le niveau de maturité technologique de votre startup. La nature de l'aide, donc c'est-à-dire est-ce que ça va être une subvention, est-ce que ça va être un prêt, est-ce que ça va être une avance remboursable, etc. L'activité de l'entreprise, donc c'est très important parce que par exemple nous en fait en fonction des compétitions auxquelles on participe, on peut justifier de différentes activités. Certes, on fait de l'amélioration des performances cognitives, mais il se trouve que cette amélioration des performances cognitives, on le fait pendant le sommeil, donc il y a un sujet de santé. On le fait en fait en visant différentes targets, donc on va adresser notamment parfois des passagers dans l'aérien, donc en fait on se retrouve plus au niveau du tourisme, mais on adresse aussi le transport parce qu'on adresse aussi des pilotes et des crews. Donc mécaniquement en fait on va aussi adresser l'efficacité même de ce staff dans les entreprises. Et voilà, donc on va pouvoir vraiment adresser différentes activités. Je pense que c'est
une notion qui est très importante que vous devez garder en tête parce qu'en fonction de votre activité, vous allez voir qu'il y a des aides et des subventions qui vont être très spécifiques. Enfin, le quatrième point, c'est qu'il faut que vous regardiez quel type de projet vous voulez financer. Est-ce que vous voulez de l'argent pour financer notamment un projet de propriété intellectuelle, c'est-à-dire un brevet, ce genre de choses? Est-ce que vous voulez le faire pour de la recherche, pour de la commercialisation ou autre? On va parler de tout ça. Donc, le premier point, le TRL, le Technology Readiness Level. En toute transparence, moi, je trouve que c'est un outil qui est très peu adapté au monde des startups. La raison pour laquelle je vous le présente, c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous vous intéressiez, il faut que vous demandiez où est-ce que vous allez vous trouver. Si vous ne comprenez pas cet élément-là, ça va être difficile notamment d'avoir des subventions européennes ou même en France, ça peut être compliqué parce que comme vous allez le voir, en fonction de votre TRL, va correspondre certaines aides. Et si vous posez la question sur exactement dans quel TRL vous êtes, sachez qu'il y a toujours un petit peu une part à l'interprétation. Donc, voilà, vous n'êtes pas des imposteurs. C'est juste qu'il faut vraiment chercher là où vous trouvez le mieux. Et en fait, en fonction de l'appréciation de différentes institutions, de différentes personnes, vous n'allez pas nécessairement être dans le même, je dirais, cas de figure. Donc, comme je vous le disais à l'instant, en fonction donc, de votre TRL, vous allez être éligible à différents types d'aides. Donc, en fait, les TRL de 1 à 3 vont surtout regrouper, je dirais, des étapes de faisabilité d'un projet qui permettent en quelque sorte de prouver qu'il y a une viabilité technico-économique de votre produit. C'est un peu une phase qu'on pourrait qualifier de sortie de laboratoire, finalement. Les TRL 3 à 6 donc, sont plus des phases de développement qui visent en fait à montrer qu'il est possible en fait d'avoir ce type de solution dans des conditions qui sont réelles d'exploitation. Et puis après, de 6 à 8, vous avez plutôt des phases de pré-commercialisation où là, vous êtes de plus en plus sûr de votre produit et vous êtes de plus en plus convaincu que ça va marcher. Et bon, voilà, la BPI ou autre acteur en face l'est également. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous êtes accompagné en fait pendant toute la vie, je dirais, de votre startup, et vous verrez, il y a même des dispositifs après, si un jour vous devenez un grand groupe ou autre, il y a même des dispositifs qui existent encore après. Ce qui se passe, c'est que plus vous allez évoluer et plus vous allez avancer donc du TRL 1 à TRL 8, plus on va considérer que vous allez avoir une capacité de remboursement. Donc, c'est-à-dire que la nature des aides va changer et va évoluer plutôt donc en tout début avec, par exemple, la bourse French Tech, ce genre de choses, avec donc de la subvention, donc de l'argent qu'on va vous donner. On ne va pas s'attendre à ce que vous le remboursiez tout de suite, ou même pas du tout. Et plus vous allez avancer en termes de TRL, plus vous allez être vers de l'avance remboursable, des prêts, etc., où là, on va vous demander de rembourser à un moment ou à un autre cet argent qu'on vous a donné. Tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait récolter un maximum de fonds. C'est pas pour rien, parce qu'en fait, il y a une notion de niveau d'intervention. C'est-à-dire que si, par exemple, on vient vous dire, voilà, je vais te fournir ce type d'aide, en face, on attend en fait que vous veniez ou matcher ou mettre une partie du coût total du projet. C'est-à-dire que si vous avez un projet à 100 €, on va s'attendre à ce que vous, par exemple, vous apportiez peut-être 30 € et que la BPI vienne apporter 70 €. C'est un exemple complètement factice. Okay. L'idée sous-jacente en dessous, c'est qu'en gros, il doit y avoir un partage du risque. La BPI ou autre institution n'est pas là en fait pour prendre le risque à votre place et pour financer intégralement vos projets entrepreneuriaux. Ce serait génial si c'était le cas, malheureusement, c'est pas comme ça. Donc, c'est ça l'idée, c'est que vous devez en fait faire un effort, vous devez avoir un effort privé, je dirais, qui doit être fourni. Ce que vous pouvez voir aussi sur ce graphe, donc c'est un graphe qui est classé par montant maximaux. Je le précise parce que donc forcément vous avez des échelles à chaque fois. Donc c'est classé par montant maximaux si vous voulez. Et ce que vous pouvez voir, c'est que le pourcentage d'intervention tend à baisser. Plus l'intervention, enfin plus le montant de l'aide est important. Encore une fois, parce qu'on considère que vous devez générer un effort de cette manière. Tout à l'heure, je vous parlais également du secteur d'activité, du statut. Donc ça, c'est une image qui est un peu spécifique à nous ici, mais nous, par exemple, on a un produit qui potentiellement pourrait être intéressant pour l'armée.
Donc, on va aller en fait vers des dispositifs qui sont un peu spéciaux. Donc, c'est pas ce qu'on a fait, hein, mais c'est juste, voilà, c'est un exemple. Donc, on pourrait aller vers deux dispositifs qui s'appellent Rapid et Astrid, qui sont liés en fait à la DGA, donc la Direction Générale de l'Armement. Et aussi, on est une jeune entreprise innovante, donc on va être éligible pour le CIR, etc., etc., etc. Mon point, c'est que vous devez vraiment vous poser la question sur quel est votre secteur d'activité, et en fonction de ce secteur d'activité, aller chercher des aides qui sont vraiment spécifiques, parce que c'est là en fait où vous avez le plus de chances de gagner, c'est là où vous allez être le mieux aidé et aussi le mieux accompagné. Faut vraiment se rappeler que toutes ces aides ne sont pas que de l'argent. Il y a vraiment un accompagnement qui est derrière, il y a des prérequis, etc., qui correspondent à votre activité. Voilà. Il y a un autre statut que nous, on n'a pas forcément pour le moment, mais qui s'appelle le statut ESUS, qui peut être intéressant, donc sur l'économie sociale et solidaire. Enfin, il y en a plein. Enfin, faut vraiment que vous regardiez. Après, il y a une notion de projet à financer. Vous pouvez financer énormément de choses avec les aides. Et alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est pas nécessairement cette image n'est pas exhaustive parce qu'il y a énormément de types de projets que vous pouvez financer. Donc, vous pouvez évidemment financer de la recherche et de l'innovation. Nous, dans notre cas, on a aussi financé une partie de notre recrutement avec les aides fournies par le gouvernement pour le coronavirus. Il y a des aides liées à la commercialisation, donc notamment quand vous avez des TRL qui sont un peu plus élevés, comme on le voyait tout à l'heure. Vous avez des prêts de trésorerie, des prêts de propriété intellectuelle, etc., etc., etc. Il y en a vraiment énormément. Et il faut en fait que vous adaptiez votre recherche basée sur le type de projet que vous voulez financer. Nous, ce qu'on a fait à Nanonap, c'est qu'on a fait un résumé de tout ça, si vous voulez, dans un gros Excel que je pourrais vous partager, d'ailleurs, si vous le souhaitez, même s'il faut que vous compreniez que c'est assez lié à notre activité, donc je ne sais pas si c'est forcément pertinent pour vous, où en fait, on va reprendre l'ensemble des critères que je vous ai montrés et même d'autres en fonction de nos besoins. Avoir en fait cet Excel, ça nous permet donc en faisant des filtres et ça se comporte un peu comme une espèce de scorecard si vous voulez, et ça nous permet en fait de prioriser ce qu'on veut faire. Donc on va prioriser si on n'a pas le temps de postuler partout ou d'adresser l'ensemble des concours ou autres, ça nous permet de savoir ok nous on va commencer par ce type de subvention. Et si on veut financer tel ou tel projet, qu'on a besoin de le financer, qu'on se rend compte qu'on va avoir un besoin dans quelques mois par exemple, et on commence et on va vite se focaliser sur ces différents secteurs. Là, on va avoir besoin d'aide. Aujourd'hui, il ne faut pas être non plus trop rigide, je dirais, par rapport à cet outil de prise de décision et par rapport à cet Excel que je vous ai montré. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation qui est absolument, je dirais, exceptionnelle dans la mesure où il y a le Covid. Donc, je ne vous apprends rien. Je pense, nous, de notre côté, à Nanonap, grâce aux aides particulières qui ont été développées, on a pu débloquer notamment 64 d'aides pour le recrutement et notamment pour nos alternants et 100 cas de prêts garantis par l'État, donc qui sont en cours de déblocage. Je pense que c'est vraiment important de garder en tête que notamment la BPI, il y a d'autres acteurs qui sont dans la même situation. La BPI, au-delà d'être une banque, elle a quand même un rôle, je dirais, donc j'ai mis un terme un peu complexe ici, mais un rôle contracyclique finalement, qui est de venir vous aider, je dirais, lorsqu'il y a des situations particulières qui mettent en danger votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête et c'est justement dans des situations comme ça qu'il faut aller rechercher ce type d'aide qui peuvent énormément vous aider et vous débloquer. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de notre organisation. Nous, on a beaucoup revu notre organisation pour être capable de postuler à énormément d'aides et de concours. Et on a une personne chez nous, en fait, qui s'occupe de ça quasiment à 100%, qui est Louise, qui fait un travail qui est absolument formidable chez nous. Et il faut se rendre compte de quelque chose, c'est que si on a pu employer Louise, c'est en fait parce qu'on a postulé à des aides et qu'on a pu bénéficier de ces aides. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'avec des aides, en fait, vous pouvez entamer un cercle vertueux qui vous permet de postuler à d'autres aides, à d'autres compétitions, etc., etc., etc. Et en fait, mécaniquement, d'aller récolter des fonds en fait pour financer pour financer vos projets. Quelque chose qui est important, il est important de se rendre compte que c'est un travail qui est assez fatigant
et qui est assez exigeant. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'au début, c'était pas Louis qui s'en occupait, c'était Paola, et avant Paola, il y avait encore une autre personne, etc. Parce que c'est très éreintant et il faut pas hésiter en fait à faire tourner son équipe là-dessus. Aussi, donc je l'ai mis un peu plus loin, il ne faut pas laisser une personne s'occuper seule de ça, il faut toujours avoir une relecture. Et il faut que les cofondateurs soient impliqués dans ce travail parce que c'est un travail qui est complexe, parfois où il y a des informations qui vont être demandées qui sont très très précises, d'ordre en général stratégique ou assez high level. Donc parfois ça vous pose en fait, ça vous pousse, je dirais, à vous poser les bonnes questions et à prendre des décisions. On a également fait un document intégral avec l'ensemble des questions qu'on met à jour régulièrement et ça nous permet en fait juste de venir piocher directement donc, dans ce document pour pouvoir répondre beaucoup plus facilement à des concours pour, je dirais, un peu industrialiser finalement le process. Quelque chose qui est très important, c'est aussi de cultiver sa relation en permanence avec l'externe. Donc en l'occurrence, ça peut être, dans ce cas, ça peut être Louis parfois qui le fait, parfois c'est moi, mais en gros, il faut vraiment orienter son organisation vers le fait d'être en contact avec des acteurs qui sont en externe, donc que ce soit la BPI ou autre. Et voilà, un conseil, ne manquez jamais l'occasion d'aller boire un café avec une personne de la BPI qui est dans le coin. Vous pouvez discuter de votre projet, etc. Ou avec quelqu'un qui représente l'Europe ou la région. Vraiment, ne loupez pas d'occasion parce que vous pouvez vraiment apprendre énormément de choses. Et ces gens-là sont aussi à même, je dirais, de faire un travail de sélection et de veille par rapport aux différentes aides et aux dispositifs qui sont lancés. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont lancés un peu en permanence. Et c'est difficile d'être au fait de tout ce qui se passe. Pour finir, nous, on considère que c'est vraiment, je dirais, une opportunité d'apprentissage. Parce que les gens en fait qui nous rejoignent, ils connaissent pas aussi bien donc l'entreprise que nous, tout simplement, parce que nous on l'a vu changer, on l'a vu évoluer. C'est souvent en fait une bonne méthode, nous on considère donc de mettre les nouveaux arrivants en contact, je dirais donc de ces compétitions, de ces challenges, etc. Et de ces aides, parce qu'en fait ils doivent se poser des questions et eux-mêmes en fait en se posant la question, ils comprennent en fait comment l'entreprise fonctionne, ce qu'on veut faire, quelle est notre vision, etc. Donc nous on le voit aussi beaucoup comme ça. Et c'est pas qu'une opportunité d'apprentissage pour les gens qui vous rejoignent, pour vos employés ou autres, mais aussi une opportunité d'apprentissage pour vous. Nous on postule beaucoup, donc mécaniquement on échoue, parfois on réussit, mais dans tous les cas en fait on apprend des choses parce qu'on va venir demander en fait des retours donc des organisations qui organisent ça et ça nous permet donc d'adapter notre discours, de nous entraîner en termes de pitch, de faire pas mal de choses. Donc je vous incite à le faire parce que avoir ces feedbacks a en vérité énormément de valeur. L'organisation qu'on a mis en place, c'est pas qu'une organisation interne, c'est aussi une organisation externe. Donc on travaille aussi avec des cabinets qui sont responsables, je dirais, de nous aider en fait à postuler pour ces subventions, pour ces aides. Et en fait, je voudrais vous faire réfléchir sur quelque chose, c'est que finalement, le risque que vous prenez quand vous passez par un cabinet comme ça, c'est 5-10% de la subvention que vous donnez. Ne pas passer par ce type de subvention, enfin, ne pas passer par ce type de service, pardon, c'est mettre à risque 100% de la subvention. Je peux vous le dire, nous, on l'a fait. On a perdu une grosse subvention en début d'aventure et ça nous a fait un différentiel par rapport à une autre subvention qu'on a eue de 70K à peu près. Donc voilà. Je vous le dis, si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous n'avez pas le temps ou que vous n'avez pas l'expertise forcément pour postuler, passer par un cabinet, vous serez sécurisé et voilà. Ah, et aussi quelque chose qui est important, l'outsourcing en général que vous faites et aussi un outsourcing de gestion de la relation, que ce soit avec la BPI, avec l'Europe ou autre. Donc ça, c'est également très intéressant parce que notamment s'il y a des négociations à faire ou autres, ou même des préparations donc, de pitch, ils vont pouvoir vous aider et vous préparer. Aujourd'hui, donc la manière dont nous on choisit notre prestataire, c'est que déjà on regarde le focus que ce prestataire a. Donc est-ce que c'est un focus européen, est-ce que c'est un focus au niveau des aides régionales ou des aides nationales, etc. Après, on va chercher des gens qui peuvent nous recommander tout simplement donc, ce prestataire, voir quels sont leurs retours d'expérience, quel est le taux de succès. C'est pas toujours facile à avoir cette information, mais vous pouvez, en cherchant bien, vous pouvez la trouver.
Et finalement, on regarde les prix. Mais on le fait vraiment dans cet ordre-là. C'est hyper important parce que, au bout du compte, enfin, moi, ce que j'ai observé jusqu'à maintenant, c'est que les prix ne varient pas énormément. En général, ça va être voilà, 5-10% de la subvention. Il y a peut-être des upfront costs un petit peu au début, mais que de toute manière, vous allez retrouver en fait dans ce fee. C'est-à-dire que si vous avez 5% de fee, ils vont en fait retirer de ces 5% la somme que vous leur avez donnée en upfront cost au départ. C'est pour mitiger le risque, comme vous l'imaginez. Il y a d'autres acteurs qu'il faut garder en tête. C'est des catalyseurs de réussite. Nous, on a eu la chance d'être incubés par le School Lab et notamment sur plusieurs dossiers. On a eu la chance en fait que de nombreux coachs et mentors du School Lab en fait passent simplement sur nos dossiers et nous donnent des conseils très précieux, nous demandent de changer des choses et ça s'est avéré donc très juste. Donc vraiment profitez de votre réseau derrière aussi pour catalyser votre réussite. On a aussi la chance de faire partie donc de la 5e cohorte de Deep Tech Founders. Et pour information, alors c'est pas que pour ça hein, qu'on est chez eux, mais forcément c'est intéressant. L'année dernière au concours iLab, 10 de leurs membres ont été donc lauréats et 3 d'entre eux ont été Grand Prix. Donc voilà, c'est forcément très intéressant parce que ça prouve qu'ils savent identifier et préparer, je dirais, des projets à ce type de concours. Enfin, il existe d'autres types de modèles, des modèles hybrides. On n'a pas tellement parlé ici, mais je vous invite à vous renseigner dessus. Donc, que ce soit du royalties, que ce soit du crowdlending ou voilà, crowdsourcing, etc. Crowdfunding, pardon. Il y a énormément d'autres manières de se financer de manière non dilutive. Et voilà, il faut chercher par vous-même ce genre de choses. En conclusion, j'aimerais vous laisser avec un call to action. Si vous ne l'avez pas encore fait, contacter la BPI pour avoir un référent, etc., pouvoir parler, identifier les aides qui sont disponibles pour vous. Contacter des cabinets qui sont spécialisés donc, dans le financement, particulièrement le financement non dilutif, mais pas que. Mettez en place des Google Alerts qui vous permettent d'être au courant donc, des compétitions, comme ça vous permet de faire la veille un petit peu à votre place. Et aussi en ce moment, donc c'est je crois un concours qui est hosté également par le School Lab. Il y a le tremplin de la French Tech qui vous permet d'avoir 30 000 €, si je ne me trompe pas, de subvention sans forcément avoir de fonds propres en face. Donc voilà, ça peut être très intéressant. Merci beaucoup de votre attention et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Voilà. Merci beaucoup Fabien. On va justement passer à la suite du coup de ce petit retour d'expérience en reprenant un peu les questions-réponses qui ont été posées pendant ton intervention. J'en ai vu pas mal affleurer dans le chat. Il y a une question qui est revenue assez souvent à laquelle je vais répondre directement, c'est de savoir si vous auriez accès aux slides du webinaire, à la présentation, au Canva qui ont été présentés. Fabien y a partiellement répondu pendant sa présentation, donc oui. Vous allez avoir tous les docs qui ont été présentés. En fait, comment ça va se passer, vous allez recevoir à l'issue du retour d'expérience du coup un mail. On va essayer là encore de vous apporter un maximum de valeur, donc vous y trouverez les slides de la présentation. Vous y trouverez le replay aussi de l'intervention de Fabien et puis un petit contenu bonus que vous aurez le plaisir de découvrir en ouvrant le mail. Voilà, donc vous aurez tout ça. Ensuite, je vais reprendre du coup les questions dans l'ordre. J'ai vu une question à propos une question récurrente d'ailleurs sur les cabinets qui t'ont accompagné, sur les coûts. Est-ce que tu as des recommandations? Est-ce que tu as des recos? Alors, il y a un site qui s'appelle Askin, je crois, qui référence en fait la plupart des cabinets. On vous enverra la référence aussi dans un mail, je te passerai la référence, Paul, il n'y a pas de souci, qui permet en fait de référencer l'ensemble des cabinets qui vous aident pour postuler donc, à ce type d'aide. Après, encore une fois, moi ce que je vous conseille, c'est si vous rapprochez d'un incubateur ou autre, de vraiment demander des recos dessus. Moi, je ne les ai pas tous utilisés, donc je ne peux pas vous dire ce qui est bien. Et aussi, il y a des cabinets qui vont être très spécifiques. Donc, ce que je vous conseille, c'est essayer d'identifier des cabinets qui sont spécifiques à votre activité, si ça existe. Nous, par exemple, j'en ai un qui s'appelle Eurasanté, pour nous, qui est aussi un incubateur d'ailleurs, mais qui peut être extrêmement intéressant. Sinon, je peux vous en citer
je peux vous en citer plusieurs, hein, on en a parlé dans la présentation, mais il y a Winbiz, Eldorado, etc. Nous, Eldorado, on commence à parler avec eux, ils ont l'air pas mal. Après, j'ai pas encore travaillé avec eux, donc c'est en cours. La relation en cours de développement, donc je veux pas, voilà, je veux pas m'avancer, mais il y a beaucoup de très bons cabinets. Après, ce qui est important, c'est vraiment que vous regardiez quel est le focus de ces cabinets. Souvent, les cabinets qui vous aident au niveau des subventions, je dirais régionales ou nationales, via la BPI ou autres, ne vont pas vous aider pour des subventions qui sont à l'échelle de l'Europe. Alors, ça peut être le cas. Moi, en général, je suis moins partant pour ce type d'approche parce qu'en faisant tout, on fait un peu rien, si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a une spécificité qui est terrible et qui est hyper dure et qui fait que, voilà, si vous allez, il y a des cabinets qui font je ne sais pas si vous vous rendez compte, un seul dispositif européen qui s'appelle les EIC. Il y a des cabinets qui ne vivent que de ça parce que c'est des cabinets très, très spécialisés et c'est des demandes qui sont extrêmement complexes. On parle de dossiers qui font des dizaines de pages, qui sont extrêmement précis, ou même le formatting de ce que vous faites, donc même pas le contenu. Hein. Le formatting, la présentation, en moyenne, si vous avez un bon formatting, ça va augmenter votre note de 0,5 points. Et c'est des projets qui sont notés sur 15. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est la différence entre votre projet passe versus votre projet passe pas. Et comme on l'a vu tout à l'heure, je vais remonter dans les slides, mais c'est des niveaux de subvention qui ne sont pas anecdotiques. Hein. Vous êtes sur le lycée, c'est ici. Vous avez un financement qui est non dilutif jusqu'à 2,5 millions d'euros, avec un niveau maximum d'intervention à 70%. Et en plus, au-dessus de ça, il rajoute 25% pour les overheads, pour votre électricité, pour vos coûts de locaux, etc., etc. Et si vous en voulez avec du dilutif, vous pouvez aller jusqu'à 15 millions. Donc, c'est conséquent et du coup, il y a beaucoup d'attentes en face de la part des joueurs. Du coup, je rebondis directement sur une question qui est associée à cette slide. Je pense que c'est quelqu'un qui peut-être arrive en cours de présentation et qui demandait à quoi correspondait le niveau d'intervention. Peut-être tu peux rappeler la définition. Oui, bien sûr. Le niveau d'intervention, si vous voulez, c'est en gros, si par exemple, vous allez voir l'Europe, la Commission européenne, si le niveau d'intervention est de 70% et que vous avez un projet à 1 million, c'est-à-dire qu'ils vont vous passer au maximum 700 000 euros et que vous devez montrer que vous pouvez avancer 300 000 euros. Les 300 000 euros que vous pouvez avancer, en fonction des institutions, la nature de ces 300 000 euros va changer. Pour la BPI, en général, ça va être des fonds propres ou quasi propres. Pour l'Europe, c'est un peu différent. Pour l'EIC notamment, si vous arrivez à montrer que vous pouvez avoir un prêt, si vous arrivez à montrer que vous pouvez avoir des LOI investisseurs ou autres, ça va passer. Donc c'est vraiment très spécifique. Ensuite, on a une question, là encore, de définition sur le TRL qui a été partiellement répondu dans le chat. Tu peux peut-être nous faire nous proposer la définition que tu as évoquée pour les absents. Oui, bien sûr. Le TRL, en fait, si vous voulez, c'est votre niveau de maturité technologique. Tout à l'heure, je disais que en gros, c'était pas quelque chose de très startup friendly, parce qu'en fait, si vous voulez, moi, mon point de vue, c'est que les gens et vos clients n'achètent pas une technologie. Ils vont acheter un service ou un produit. C'est pour ça que c'est une vision qui est très faussée, qui est, je trouve, assez peu représentative du monde startup, mais c'est quelque chose que vous devez garder en tête parce que vous allez en avoir besoin dans vos différents dossiers. Mais là, je ne réponds pas à la question, je pense. Je pense que le TRL, si vous voulez, c'est vraiment le niveau de maturité de votre tech. Donc, si on commence au tout début, c'est qu'au tout début, en fait, en TRL 1, vous allez observer un principe de base et vous allez vous dire, bon, voilà comment je vais décrire mon principe. En TRL 3-4, vous allez réussir à montrer que les fonctions donc de votre produit, de votre service ont du sens et fonctionnent. Donc, vous avez une preuve qui est expérimentale. Là, en fait, vous commencez à sortir du laboratoire et vous allez être plus, en quelque sorte, passer sur des niveaux de TRL qui vont plus correspondre à des prototypes. Et en fait, plus vous allez avancer vers un environnement qui est opérationnel, et plus vous allez être donc à un niveau de TRL qui est élevé. Et le TRL 9, si vous voulez, va vraiment représenter
un projet qui a abouti avec une technologie qui a mené en fait, donc qui s'est montrée donc active et utile dans des missions opérationnelles. Donc c'est-à-dire sur le terrain et qui fonctionne en fait. Je peux prendre un exemple hein, si jamais vous me dites, ou je sais pas, avec une trottinette ou autre, n'importe quoi, si c'est plus simple. Dites-moi dans le chat si c'est nécessaire. Tu peux nous faire l'exemple du skateboard, comme ça ce sera très clair. L'exemple du skateboard, ok. Donc en gros, vous pensez donc à vous déplacer à vous déplacer. Donc vous savez pas exactement comment. Vous dites je vais me déplacer en roulant. Donc vous commencez à vous dire bon bah ok. Le principe, ça va être de se déplacer en roulant. Donc, vous avez décrit un peu le principe, vous êtes au début de votre TRL. Après, vous allez dire, bon, je vais voir s'il y a moyen de se déplacer juste en mettant une planche et deux roues. Ça ne marche pas trop, mais vous avez votre fonction principale. Après, vous allez vous dire, bon, bah, c'est quand même un peu dangereux de se déplacer, donc il faut que ce soit quelque chose de stable, etc. Donc, vous allez commencer à faire des maquettes, vous allez commencer à faire des protos. Donc là, vous êtes un peu sorti du laboratoire. Et vous allez pouvoir montrer que, voilà, par exemple, dans un skatepark, ça commence à marcher. C'est un environnement représentatif, mais ce n'est pas complètement un environnement opérationnel parce que vous n'êtes pas encore en ville ou autre. Et là, du coup, vous allez venir ajuster, par exemple, la stabilité de votre skateboard, la matière, la résistance, etc., pour que tout le monde puisse venir en faire une personne de 180 kg ou une personne de 30 kg, ça fonctionnera. Et que ça va être relativement safe, donc voire même complètement safe en ville. Et donc là, vous avez validé des missions opérationnelles avec des gens qui se déplacent activement, que ce soit en test ou autre, dans votre ville avec votre client. Très clair, merci beaucoup pour cet exemple. Ensuite, on a une question plutôt sur Louise, justement, qui s'occupe des dossiers chez vous. La question de savoir quel a été son domaine de formation. Alors, Louise, je reviens sur la slide. Pardon. Alors, Louise est en école de commerce aujourd'hui, mais sachez que c'est pas si important que ça. Parce que nous, on a aussi une personne qui est copywriter dans notre équipe et qui nous permet notamment lorsque voilà, il faut reformuler des choses, particulièrement dans le dossier en anglais, parce qu'elle est anglophone, qui nous permet en fait de relire l'ensemble de nos dossiers. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les compétences des personnes que vous avez dans votre équipe, même si elles sont importantes, vous pouvez développer ces compétences. Et de toute manière, Louise a énormément progressé et je suis convaincu qu'elle va continuer à progresser. Il n'y a pas longtemps, on a postulé à quelque chose. J'étais impressionné par son niveau de développement et par sa maturité. Et ce que j'essaie de dire, c'est qu'en gros, ne vous focalisez pas trop sur les compétences des gens à la base. Ils vont se développer. Ok, ensuite on a une question qui est intéressante puisque tu as présenté le critère, enfin, le critère principal que tu as présenté pour être éligible à ces subventions, c'était le TRL. Et on a une question qui justement demande si c'est le seul critère. Est-ce que parmi ces critères, il n'y a pas aussi des critères d'organisation de structure, par exemple le fait de ne pas être fondateur solo? Alors, il y a deux niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est donc ces critères que je vous ai montrés. Non, ils ne sont pas exhaustifs. C'est les critères qui, pour nous aujourd'hui, sont les principaux. Mais vous allez avoir d'autres critères, notamment pour certaines aides, on va vous demander de faire partie de certains incubateurs et que ces incubateurs, notamment, soient labellisés, par exemple Paris Senco ou ce genre de choses. Donc là, je prends le cas d'une startup à Paris. Okay, mais vous allez avoir d'autres types de contraintes, notamment au niveau de vos statuts. Vous pouvez avoir des contraintes de type, OK, est-ce que vous êtes une jeune entreprise innovante? Est-ce que vous avez le statut économie sociale et solidaire, etc., 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 etc. Il y a plein de choses en fait qui peuvent venir. Et ça, c'est vraiment une représentation, je dirais, simplifiée de l'esprit pour vous montrer des critères qui, aujourd'hui, pour nous, sont les plus importants. Mais non, il y en a d'autres. Donc ça, c'est le premier niveau de réponse. Le deuxième niveau de réponse, c'est que dans l'ensemble des aides auxquelles vous participez ou des subventions, il y a des critères qui sont explicites, mais il y a d'autres critères qui ne le sont pas. Et c'est vraiment important de garder ça en tête et d'avoir des personnes en fait qui sont en interne dans les différentes institutions et qui vont vous permettre en fait tout simplement de vous dire voilà si pour elles vous cochez bien les cases ou est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu borderline ou qu'il faut changer. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que notamment, il y a des aides qui sont, et je pense que c'est une très bonne question, hein,
il y a des aides qui sont liées notamment à certains incubateurs. Et parfois, pour rentrer dans certains incubateurs, si vous êtes solo founder, ça peut être un peu difficile. Ce n'est pas toujours le cas, mais parfois, ça peut être difficile. Ok. Ensuite, on a une question du coup sur les aides Pôle emploi. Si tu pouvais un petit peu les détailler, notamment les noms de ces mécanismes. Du coup. Alors, les aides Pôle emploi, si vous voulez, nous, ce dont on dispose, c'est le chômage, tout simplement, qui nous permettent en fait de ne pas avoir à nous payer et de nous financer en fait pendant ce temps-là. Et c'est clairement la plus grosse aide de Pôle emploi. Je sais en revanche qu'il existe des dispositifs qui vous permettent, quand vous êtes créateur d'entreprise, ou je crois que repreneur, ça fonctionne également, mais à checker, je mets une réserve là-dessus, je ne suis pas sûr à 100%. Vous pouvez en fait toucher votre chômage de manière anticipée. Et du coup, en termes de trésor, c'est hyper intéressant parce que vous pouvez utiliser ce chômage pour en fait lancer votre activité. À savoir que vous n'avez pas touché plus d'argent que ce que vous auriez touché via le chômage. Vous allez simplement venir déplacer cette somme, au lieu qu'elle soit distribuée sur 24 mois, vous allez la toucher en plusieurs fois, mais je crois en 3 fois, si je me rappelle bien. Ok. Intéressant. Ensuite, on a une question d'Ademar, du coup, sur le choix de ne pas diluer et pourquoi. Alors, très bonne question. Donc, on revient, on va revenir au tout début. Le choix de ne pas diluer n'est pas toujours un choix, malheureusement. Vous devez montrer en fait que vous avez de l'attraction pour que des investisseurs investissent dans votre entreprise, que vous avez de l'attraction, que vous avez un produit qui tient la route, etc., etc. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, quand même, on va vous demander d'avoir de montrer que ça commence à tourner ce que vous faites. Donc, si vous cherchez du financement très tôt, parfois c'est difficile d'en trouver si vous n'avez pas de seed. Donc ça, c'est le premier niveau de réponse. Donc parfois, vous n'avez pas le choix. Le deuxième niveau de réponse, c'est que parfois, en fait, vous allez avoir le choix, mais si vous levez donc en pré-seed ou en seed, même, et que vous n'avez pas beaucoup de traction, ça veut dire mécaniquement que la valorisation de votre entreprise va être relativement faible. Donc, c'est-à-dire que vous allez distribuer au tout début de votre aventure, vous allez distribuer beaucoup d'equity, donc beaucoup de capital pour peu d'argent, en fait. Donc, mécaniquement, à un moment ou un autre, dans le développement de votre société, peut-être que vous pouvez vous retrouver dans la situation où vous avez besoin de lever via des rounds de funding qui sont successifs et qui sont de plus en plus importants. Et vous pouvez vous retrouver dans la situation où vous n'avez plus d'equity à distribuer. Cet equity est déjà détenu en grande partie par d'autres actionnaires privés. Une autre raison, c'est que quelque chose qui est très important à comprendre, c'est qu'en fait, vous distribuez le contrôle. Quand vous distribuez les parts de votre entreprise, vous distribuez le contrôle. Et mécaniquement, vos investisseurs, ils ont un droit de regard sur les décisions que vous prenez. Donc, mécaniquement, choisissez bien vos investisseurs par la suite. Donc, c'est un autre sujet, parce que là, c'est plus du financement non dilutif, mais parfois, il y a des investisseurs que vous ne voulez pas avoir avec vous, hein, qui peuvent vraiment vous compliquer énormément la vie et rendre vos opérations très complexes. Donc, c'est vraiment une question à se poser. On a une question ensuite de Com de savoir quel niveau de TRL est NanoNap aujourd'hui. Merci Com pour la question. Alors, en fonction de nos interlocuteurs, entre 5 et 7. Donc, je vais revenir sur les TRL, si vous souhaitez. En fonction de nos interlocuteurs, en fonction de 5 et 7. Pourquoi Pourquoi 7 Parce qu'aujourd'hui, on fait des tests en fait avec des prototypes dans des environnements opérationnels, c'est-à-dire des gens en fait qui dorment chez eux. Paul, toi-même, tu as eu l'occasion de tester nos protos. Donc, on serait plutôt 7. On n'est pas en 8 parce qu'on est encore en train de faire évoluer nos prototypes. Question ensuite de Sarah qui demande quels outils est-ce que tu utilises pour faire tes projections de cash? Excel. J'ai pas d'autres. Moi, j'utilise Excel parce que je viens du monde du conseil, je pense. Je pense qu'il y a des outils qui sont très très bien, qui doivent exister sur Internet que je ne connais probablement pas. Mais moi, à défaut, j'utilise Excel. Voilà. Question ensuite d'Alexis. Quel est selon toi le niveau de fonds propres optimal au départ? Je te retourne la question, Alexis. Quelle est ton activité? Ça dépend. Si tu fais une boîte de software, par exemple,
et que tu es un développeur de l'enfer et que tu es super bon, que tu es full stack, etc., enfin, que tu sais, voilà, tu n'auras probablement pas besoin de beaucoup de fonds. Après, ça dépend beaucoup de choses. Est-ce que tu vis chez toi? Est-ce que tu vis chez tes parents? Est-ce que tu touches le chômage? Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent jouer. Ça va vraiment dépendre de ton industrie. Nous, on est dans le hardware et ça coûte très très cher en fait à développer parce que le moindre proto, tu sais, au début, tu vas pas tu le fais pas en série en fait, hein. Donc mécaniquement, tu fais une pièce par une petite pièce avec ton petit PCB, ton petit truc. Donc mécaniquement, ça a coûté très cher. Après, tu as des coûts de certification. Donc pour certifier un produit, ça veut dire que l'ensemble des pièces qu'il y a dans ton appareil, on a certifié que c'est pas dangereux, tu vois, pour l'être humain, pour la population, etc., etc., machin, machin, machin. Donc que ça va pas s'enflammer d'un coup, que voilà. Donc tout ça, c'est des coûts qui sont extrêmement chers. En fonction de ce que tu fais, tu n'as pas forcément de coûts qui sont astronomiques. Si tu fais du service, par exemple, et que c'est toi qui fournis le service, que tu n'as pas besoin de matière particulière à part un ordinateur et que tu as déjà un ordinateur personnel, voilà, il y a des modèles où, enfin, même lever des fonds qui soient dilutifs ou pas n'a même pas de sens en fait, hein. Ensuite, question de Xavier. À combien s'évalue la prestation d'un cabinet d'aide à la subvention, niveau régional ou national? 3, 5, 10% de la subvention. Entre 5 et 10 en général. Entre 5 et 10. À savoir que, Alexis, c'est ça? Je sais pas si, Alexis, ta question porte aussi sur les aides européennes, mais il faut savoir que tu as des incubateurs. euh, donc là, juste avant, je parlais avec Eurasanté notamment, qui te permettent en fait de t'aider vraiment au même niveau d'accompagnement qu'un cabinet spécialisé. Ils sont vraiment super bons dedans et ils prennent en fait des taux qui sont beaucoup plus faibles, genre à 1,5%. Euh, donc voilà, après ça dépend, il faut que tu vois ce que tu cherches exactement, quel type d'aide. Mais oui, oui, en général, pour les cabinets spécialisés, c'est du 5-10%. À savoir qu'en général, ils demandent un upfront cost, c'est-à-dire qu'ils vont te demander au début, par exemple, 2 ou 3 000 euros pour t'accompagner, qui vont te rembourser sur les 5-10% qu'ils prennent. Donc ça veut dire que c'est pas accumulatif. On ne va pas prendre 2 000 euros et après 5% de la sub, ou 10%. Ils vont prendre plutôt 2 000 euros, et puis après, ils vont te prendre la différence entre ces 5% et ces 2 000 euros. Je ne sais pas si je suis clair. Aussi important, en général, excuse-moi, Paul, pardon, je t'ai coupé. En gros, les 10%, on va te les prendre plutôt sur la sub parce que tu n'as pas à la rembourser. Les 5%, c'est plutôt sur un prêt. Donc, plus tu vas avancer en termes de TRL, plus, bah, en fait, paradoxalement, les frais de tes cabinets d'accompagnement spécialisés, quand tu vas aller sur du prêt ou de l'avance récupérable, etc., en fait, vont diminuer en pourcentage euh, parce qu'en fait, c'est des outils qui sont différents. Ensuite, question Alors, Alexis nous a précisé l'industrie dans laquelle il est, la green tech du coup, mais j'imagine que ça ne change pas fondamentalement ta réponse. Ensuite, on a une question de Marina. Donc, quels sont les prêts d'honneur dont on n'est réellement pas responsable individuellement? Par exemple, pour les aides BPI, Réseau Entreprendre, HDSI. Alors, Marina, je te remercie vraiment, merci beaucoup, parce que j'avais préparé une annexe là-dessus. Alors, c'est pas la mienne en plus, c'est un workshop qu'il avait préparé, mais je l'ai pris, je me dis quelqu'un va demander là-dessus. Euh, En gros, ce qu'il faut comprendre sur les prêts d'honneur, c'est que c'est un prêt personnel. Donc, un prêt personnel, tu es responsable en fait de rembourser. Par contre, dans ces prêts d'honneur, il y en a qui te donnent aussi des garanties et qui donnent des garanties et qui te permettent en fait d'aller chercher après des prêts bancaires pour ta startup. Ces garanties, en fait, elles te permettent, en cas de défaut, donc si tu ne peux pas rembourser, que ces réseaux remboursent à ta place. Ensuite, question. Merci, Marina. L'annexe était très pertinente. On a une question du coup intéressante aussi par rapport à Louise du coup qui a été dédiée à la recherche d'aide dans votre équipe, Ouais. de savoir comment est-ce qu'au début vous avez fait l'arbitrage entre son temps, le montage des dossiers, l'avancement du POC et du MVP, ou est-ce que vous êtes directement passé par un cabinet pour internaliser ensuite? Alors, je suis pas sûr d'avoir très bien compris la question. Donc, est-ce que l'arbitrage est sur insourcing, enfin,
outsourcing versus le faire in-house. C'est ça Je pense que la l'arbitrage? question, c'est en gros, enfin, quand vous étiez deux dans la boîte, mettons, comment est-ce Hmm. que vous avez arbitré votre temps entre on va postuler à des appels Ah. de projet et on va développer le POC, le MVP? Quel est, en termes d'organisation, comment vous... Alors, en toute honnêteté, quand on a commencé et qu'effectivement on était deux avec Alex, euh, en fait, on travaillait juste beaucoup plus. c'est c'est un peu triste, mais il n'y avait pas vraiment de. On faisait juste beaucoup plus de choses en fait. Et le fait d'avoir des gens qui nous aident maintenant, ça permet de diminuer la charge de travail et de faire en sorte qu'on ait un meilleur work-life balance, je dirais. Mais au début, c'est intense, c'est vrai. Mais le fait que ce soit intense, c'est un peu la notion de cercle vertueux dont je parlais. Ça permet, en fait, c'est l'étincelle qui permet donc après d'aller chercher des aides, qui permet de recruter des gens, de libérer du temps, etc., etc., etc. Et en fait, c'est un cercle vertueux qui s'enclenche. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine inertie au démarrage, donc il faut un peu y aller, ouais. Il faut un peu y aller. Ok. On a une question ensuite d'Héloïse, du coup, de savoir quel est le temps que tu dois investir avec le cabinet pour qu'il prépare ton dossier versus le temps que tu y passes toi-même. Alors, c'est une très bonne question. En général, les cabinets, vous pouvez voir avec eux, mais où ils ont un one-stop shop où ils vous disent, bon, bah, notre accompagnement, nous, on fait tout, et vous nous envoyez juste les dossiers et on se débrouille. Après, vous avez besoin d'avoir des meetings avec eux pour qu'ils comprennent bien ce que vous faites. Donc ça, c'est super important que dans leur tête, ce soit hyper clair. Une fois que c'est clair, eux, ils y vont et ça va. Il y a d'autres cabinets qui n'ont pas forcément le même positionnement, qui vont avoir un positionnement où c'est pas un one-stop shop, où ils vont avoir différentes options possibles. Et en fait, en fonction du degré d'accompagnement que vous voulez, eh ben, vous allez payer de plus en plus cher, en fait, très logiquement. Donc, Loïs, c'est un peu à toi de choisir ce que tu veux, ou bien de trouver un cabinet qui le fait dans tous les cas, qui a un gros accompagnement dans tous les cas. Et puis, on a une dernière question qui sera la question de fin, puisqu'il est 13 heures. C'est de savoir d'abord si le dossier Eurostar est en anglais et ensuite, est-ce que tu peux lui estimer son degré de complexité? Ou plutôt, peut-être évoquer quels sont les critères qui sont particulièrement regardés dans ce dossier auquel il faudrait être attentif. Alors, les Eurostars, c'est très très particulier. Le degré de complexité, c'est super élevé. Je pense que il y a pas beaucoup de concours qui sont beaucoup plus durs que celui-là. À l'exception peut-être de H2020 et ouais, d'autres dispositifs européens qui sont collaboratifs, où là, c'est carrément un consortium qui postule et pas une startup seule. EIC, c'est pas le cas. Vous pouvez postuler seul. Il n'y a pas de souci. En général, vous postulez seul. Par contre, le degré de complexité est extrêmement élevé. On va en attendre beaucoup de vous. En termes de critères, ce qui va être attendu en général, c'est votre innovation, votre traction. Ils doivent croire en fait, ils doivent croire en ce que vous faites et à la possibilité en fait de venir ou de disrupter un marché, ou de créer un marché, ou de créer une application ou un service qui est significativement nouveau. Donc, vous pouvez le voir, en fait, le degré d'innovation est extrêmement important. Après, ça, c'est les critères qui sont dits. Après, il y a des critères qui sont non dits. C'est toujours pareil. Il y a des critères qui sont explicites, d'autres qui ne le sont pas, notamment à savoir dans la santé. Euh, voilà, je vous parle d'un sujet que je connais malheureusement dans si vous avez des industries très particulières, je vais pas forcément connaître, mais nous on sait que par exemple, si vous êtes à égalité avec une autre équipe, et c'est tout à fait possible vu le nombre de personnes qui postulent, vous pouvez vous retrouver dans des cas où on va regarder des degrés comme est-ce que vous faites des tests sur les animaux? Est-ce que votre activité elle est responsable, etc., etc., etc. Et c'est des choses qui sont beaucoup plus subtiles, qui ne sont pas des degrés de base, en fait, assez étonnamment, mais qui, lorsque vous creusez un peu, vous vous rendez compte que si, en fait, c'est quand même important. Ok, très clair. Mais, merci beaucoup, Fabien. Il est l'heure, donc je suis désolé pour toutes les questions auxquelles on n'aurait pas forcément répondu. Sachez que de toute manière, Ouais. vous envoyez un mail, vous aurez les slides d'annexe et puis d'autres éléments de réponse aux questions qu'on aurait laissées de côté. Voilà, mais merci beaucoup du coup, Fabien, pour ce retour d'expérience qui apporte beaucoup de valeur aux entrepreneurs. En plus, pour le coup, vous êtes vraiment une startup qui se différencie sur ce sujet-là et que je considère comme étant experte sur ces questions.
Donc, merci encore d'être intervenu. Et puis, la suite, c'est le mail qu'on vous enverra avec tout le contenu qui a été présenté aujourd'hui. Merci à tous. Au Allez, revoir. très bonne journée à tous. Au revoir. Merci, Paul. Ciao.